Jamais de ma vie, jamais de ma vie, j'aurais pensé faire un jour ce métier. Je suis parisien, citadin, journaliste. En fait, il y a eu, je pense, une sensation de bien-être. C'est très compliqué à matérialiser, mais en gros, comme l'impression, voilà, d'être là, au bon endroit, au bon moment, d'être dans un endroit qui me correspond, qui correspond à mes valeurs, qui correspond à ce que je veux faire, qui correspond aux causes que je veux défendre. Ouais, ça faisait écho. J'avais conscience qu'il me manquait quelque chose et que j'étais pas pleinement épanoui en fait. Et quand j'ai eu ce coup de foudre pour l'Afrique australe, c'est là que j'ai compris en fait. Et aujourd'hui, hyper épanoui parce que je ne suis plus en quête de quoi que ce soit. J'ai trouvé ce pourquoi mon existence était faite. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Tout d'abord, je vous souhaite une magnifique année 2022. Pour ce premier épisode de l'année, j'avais envie d'appréhender le thème de Pourquoi pas moi avec une personne qui a 2 métiers. Thibaut est à la fois journaliste chez BFM TV et guide de safari. Depuis qu'il est enfant, Thibaut sait qu'il veut être journaliste. Même si la route n'a pas été toute droite, il finit par réaliser son rêve. Mais il sentait qu'il lui manquait quelque chose, un manque de sens. Il a trouvé sa place, par hasard, et a su saisir sa chance suite à un séjour en Afrique. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Thibaut Cheminant. Bonjour Thibaut. Salut Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ? Alors moi j'ai choisi une paire de jumelles parce que c'est clairement en fait mon accessoire un peu fétiche, un peu essentiel dans la savane, dans mon nouveau métier. Et sans ça en fait un bon safari ne peut pas être assuré sans une bonne paire de jumelles. Voilà. Avant qu'on parle de ton nouveau métier, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi ? Alors moi j'ai grandi, je suis né à Nantes, j'ai grandi à Nantes. Mes parents sont nantais, mes grands-parents sont nantais. Enfin, toute ma famille est nantaise depuis, je sais pas quoi, 400, 500 ans. Enfin bon, je viens d'un milieu agricole, mais mon père était maraîcher. Mes grands-parents étaient maraîchers, mes arrière-grands-parents. Voilà, j'ai vraiment vécu là-dedans. Je viens d'une commune qui s'appelle Carquefou et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 18 ans. Et j'étais au lycée à Nantes et à 18 ans, je suis monté à Paris pour les études. Et quand tu étais un petit garçon, c'était quel type de petit garçon ? J'étais un petit garçon très curieux qui faisait beaucoup de bêtises. Mes parents m'ont vu de toutes les couleurs. J'ai fait une fugue à 3 ans. J'ai dessiné sur les murs. J'ai enfermé ma mère dans un cagibi. J'ai mis du pec citron dans de la salade. Voilà, j'ai été un peu ce genre de petit garçon. Et c'est des anecdotes que dont mes parents me parlent très souvent. Et oui, et par contre, j'étais très très curieux. Je lisais beaucoup. J'ai été beaucoup dans la lune. C'était ce que mes instits me disaient souvent. J'avais toujours soif d'apprendre et je posais beaucoup de questions à mes parents tout le temps, en permanence. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi le sang est rouge? Je sais pas. Voilà, j'étais vraiment ce petit garçon qui avait une imagination débordante. Je faisais du théâtre, j'écrivais, j'ai commencé à écrire très tôt. J'écrivais des poèmes, j'écrivais des bouquins, j'écrivais des textes. Voilà, j'étais un peu ce genre de petit garçon. Et quand tu disais là que tu avais fait une fugue à 3 ans, tu t'en rappelles ? Alors, c'était pas une fugue volontaire, ça veut dire que j'avais ce désir d'aller voir ailleurs et du coup, j'avais enfermé ma mère dans le cagibi.
et j'étais parti sur la route et la maison donnait sur une route très très passante et j'étais parti sous la flotte pendant bien, je sais pas, je crois que c'était 1 heure. Et j'étais parti tout seul, loin de la maison. J'avais 3 ans, hein. Et ma mère était dans le KGB, elle pouvait pas sortir. Oh, l'angoisse, t'imagines là. Et en fait, elle savait que j'étais dehors, près d'une route avec beaucoup de voitures. Et finalement, ça s'est bien passé. Je suis revenu à la maison et j'ai libéré ma mère. Elle a dû pleurer toutes les larmes de son corps. Elle a eu très très peur, ouais. Et toi, à ce moment-là, quand tu faisais toutes ces bêtises, qu'est-ce qui il se passait dans ta tête pour faire tout ça? Mais non, mais c'est qu'en fait, moi, je crois que j'ai toujours aimé les choses un peu ubuesques, un peu, j'ai pas forcément voulu toujours toujours voulu amuser la galerie. J'étais pas ce genre de petit gars et je sais pas, je pense que je voulais expérimenter des choses. Je pense que c'était plus ça. J'ai toujours voulu faire de nouvelles choses, sortir un peu du lot, me faire remarquer. À l'école, je répondais aux profs. Et j'ai jamais voulu être dans les codes. Et je pense qu'en fait, ça vient de très très tôt. Et encore une fois, aujourd'hui, avec ce nouveau métier, je suis pas dans les codes. Et j'ai jamais voulu suivre, comme on dit en anglais, la rat race, c'est la course au rat. Et j'ai jamais voulu être là-dedans, en fait. Et je pense que d'être tout petit, ça s'est ressenti, en fait. Et quand tu étais un petit garçon, c'était quoi tes rêves? Tu disais, oh, quand je serai grand, qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors moi, je me rappelle mon tout premier rêve, je voulais être écrivain. Parce que j'écrivais beaucoup, j'étais très bon en français, et je me disais mais c'est fou quand même d'être payé, de gagner sa vie en écrivant des histoires. Et puis vers 10 ans, j'ai découvert le métier de journaliste à la télé. J'ai découvert les reportages aux 20h de TF1, j'ai découvert ces reporters qui étaient sur des terrains de guerre et je me suis dit mais c'est ça que je veux faire, quoi. Je veux être journaliste à la télé, je veux bosser pour le 20h de TF1. Et puis ça s'est mis dans un coin de ma tête et puis en fait dès l'âge de 11-12 ans, je savais que je voulais être journaliste et que je voulais être reporter et ça m'a jamais quitté. Et quand on a parlé à ton entourage, comment ils ont réagi? Alors mes parents très bien. Autour de moi, je viens d'une famille où tout le monde avait fait une école de commerce, une école d'ingénieur, et tout le monde me disait hey, Thibaut, journaliste, fais plutôt une prépa, fais plutôt une école de commerce et tout. Et moi, j'ai jamais voulu écouter ces membres de ma famille. Mes parents, au contraire, m'ont toujours poussé à faire ce que je voulais. Mes parents, j'ai la chance d'être dans une famille où mes parents nous ont toujours poussé à faire ce qu'on voulait, que ce soit moi ou mon frère. Ils ne nous ont jamais mis aucune barrière. Et donc, du coup, dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé à me renseigner. J'allais voir cette dame, là, comment on l'appelait? On l'appelait déjà la conseillère d'orientation. Voilà, la conseillère d'orientation qui m'avait du coup donné un peu le parcours à suivre pour devenir journaliste. Et à ce moment-là, tu avais compris les distinctions entre présentateur, reporter et compagnie? Alors moi, je voulais pas du tout être présentateur. Je me rappelle avoir écrit à une reporter quand j'avais 12 ans. J'étais abonné à un magazine qui s'appelait Okapi, je crois. Et elle s'appelait Dorothée Olyric. Et Dorothée Olyric est toujours à l'antenne à France 2. C'est une grande reporter qui était d'ailleurs encore à Kaboul la semaine dernière. Et j'ai dit mais je vais lui écrire en fait. J'avais 12 ans, on pouvait écrire à France 2 et j'avais écrit un courrier c'était en 98 je crois, 97. J'avais écrit un courrier à Dorothée Olyric en disant voilà, je viens de Nantes, j'ai 12 ans et je veux faire comme vous, je veux devenir reporter. Bon, elle m'a jamais répondu. Mais en tout cas, j'avais très tôt essayé d'approcher un peu ce métier, de savoir comment fallait faire. Mais moi, je voulais clairement faire du terrain, être sur le terrain, être reporter et faire comme tous ces gens que je voyais à la télé au quotidien. Est-ce que tu l'as recroisé depuis? Je l'ai recroisé, oui, parce qu'il se trouve que mon cousin et en fait le mari de ma cousine était grand reporter à France 2
Et maintenant, il est toujours à France 2, mais dans des postes un peu plus de direction. Et il avait fêté son pot de départ parce qu'il partait pour être correspondant à Berlin. Et elle était là, en fait. Bon, je lui ai pas parlé. Tu lui as pas parlé? Non, je lui ai pas parlé. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'en fait, parce que là, toi, je te parle d'elle, mais peut-être qu'en fait, à cette soirée, j'avais peut-être oublié que j'avais écrit, tu vois. Et elle était là avec sa coupe de champagne et tout. Et c'est vrai que maintenant que tu me poses la question, je me suis dit, mais j'aurais peut-être dû lui parler et lui dire que moi aussi, voilà, depuis que je suis devenu journaliste et qu'il y a 15 ans ou 20 ans, je lui ai écrit un courrier du haut de mes 12 ans. Et voilà, je l'ai croisé une fois. C'est chouette. Et donc, du coup, au moment de choisir tes études, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Écoute, je voulais faire une école de journalisme. J'étais pas un très bon élève. Enfin, j'étais un élève moyen. J'avais 11-12 de moyenne. J'ai repiqué ma seconde. J'étais pas dans les. Pourtant, j'ai travaillé, hein, mais j'étais pas dans les meilleurs élèves. Et puis j'ai décidé du coup de faire des études de journalisme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant le bac, j'ai eu une sorte de désillusion par rapport au métier de journaliste. Je me suis dit mais non, c'est trop compliqué, ça va être trop compliqué comme métier. Je vais pas faire ça, je gagnerai pas ma vie. Et genre un an avant le bac, j'ai dit bon en fait non, je vais faire de la communication. La communication, bon, je me suis dit bon peut-être qu'il y a peut-être plus de débouchés. Et du coup, j'annonce à mes parents que je ne veux plus être journaliste, mais que je veux faire de la communication. Mais encore une fois, je savais pas vraiment ce que ça voulait dire, hein. C'était plus peut-être pour me rassurer en fait. Et mais j'avais toujours cette envie de monter à Paris, et je monte à Paris pour faire en fait. Alors avec le recul, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais en fait, j'ai fait une école de communication. Bon, j'ai eu la chance de rencontrer tous mes copains là-bas, mais je suis monté à Paris pour faire cette école. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas vraiment, que j'avais intégré cette école un peu par dépit, et que mon envie de devenir journaliste revenait au galop. Alors c'est un peu... Vas-y, dis-moi. En fait, ce qui est amusant, c'est que tu as fait donc l'EFAP, qui est l'école française des attachés de presse de façon originelle, et donc qui finalement, pour aujourd'hui, une école de com. Mais ce qui est drôle, c'est que l'attaché de presse, c'est vraiment, enfin dans la communication, il y a vraiment plein d'aspects différents, mais que cette école, c'est ceux qui parlent aux journalistes, les Voilà, attachés de presse. exactement. Et en fait, je me suis rendu compte que je voulais pas du tout faire ça. Après, j'aurais pu bosser en prod télé et tout. Mais non, il y avait toujours cette envie de... C'est comme si ce petit rêve de gosse, fallait que je le réalise. Et bon, je me suis vachement marré à l'EFAP. J'ai pas appris grand-chose pour le coup, enfin en tout cas pour ma part. Euh, et puis en fait, au bout de 2 ans d'école, donc c'est quand même long, hein, j'ai quand même fait 2 ans à l'EFAP, hein, et à 19 ans, je dis à mes parents en fait que je veux devenir journaliste et que je veux reprendre mes études à zéro et que je veux faire une vraie formation. Et du coup, je quitte l'école 2 ans avant le diplôme. Donc je ressors non diplômé de l'école. Donc ça, c'était en 2006. Et j'intègre une fac d'histoire. Alors pourquoi une fac d'histoire? Parce qu'en fait, pour intégrer les grands concours, enfin les grandes écoles de journalisme, il faut un bac+3, enfin une formation universitaire. Et donc j'intègre l'Institut catholique de Paris. C'était à l'époque je sais pas si tu te rappelles, du CPE, en tout cas, il y avait beaucoup de manifs dans les facs et tout. Et je dis à mes parents, mais moi je veux rentrer à la Sorbonne. Moi ça me faisait un peu rêver la Sorbonne. Je dis, je veux rentrer à la Sorbonne. Et mes parents me disent, non, tu vas faire une fac privée catho. En fait, je venais d'un lycée privé catho. Pourtant, mes parents sont pas du tout catholiques, pas du tout pratiquants. Enfin, ils sont catholiques, mais pas du tout pratiquants. Mais ça les rassurait que je sois un peu dans cette structure universitaire à taille humaine où il n'y a pas grève. Et du coup, en 2006, j'intègre La du coup, catho. la catho, la fac d'histoire. Et j'ai adoré en fait. J'ai adoré parce que j'avais vraiment la sensation d'apprendre des choses. On faisait de l'histoire contemporaine, de l'histoire médiévale, de l'histoire moderne. C'était passionnant. Et j'ai passé 3 ans là-bas. Et
Excuse-moi, et quand tu as dit à tes parents, bon bah voilà, vous venez de payer 2 ans d'école de com, on sait combien ça vaut, ces petites choses-là, plus le loyer à Paris et compagnie, comment ils ont réagi? Et ils me l'ont jamais reproché, figure-toi. Ils me l'ont jamais dit. Enfin, j'ai jamais eu de remarques de la part de mes parents. Pourtant, j'ai un peu culpabilisé quand même. Euh, mais non. Et du coup, j'ai fait ces 3 ans de fac. Et dans l'objectif, du coup, de passer les concours les concours de journalisme. Ce que j'ai fait. Et tu as fait un échange, au milieu de ces 3 ans de fac, tu as fait un échange universitaire en Inde? Putain, t'es bien renseigné, hein. Merci LinkedIn. Euh, Normalement, je suis pas journaliste, donc je peux donner mes sources. ouais. Parce que pourquoi l'Inde? Parce que bon, en général, les échanges universitaires, enfin en tout cas, moi, je connais personne qui est allé en Inde pour ça. Ben, encore une fois, faire quelque chose de différent des autres, quoi. En fait, si tu veux, en troisième année, non, c'est en troisième année, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. On pouvait partir faire Erasmus à Barcelone ou à Londres ou à Berlin, et il y avait aussi un programme qui proposait l'Inde. Et moi, je me suis dit, mais en fait, quitte à partir, autant partir dans un pays radicalement différent du mien, où la culture est totalement différente. Et donc, j'ai débarqué en juillet 2008 à New Delhi. Et ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Euh, j'ai rencontré beaucoup d'amis, j'ai rencontré une culture complètement incroyable. J'ai plus voyagé qu'étudié, et je me suis vraiment découvert une passion pour ce pays. Et j'y suis resté 6 mois parce qu'en fait j'ai dû rentrer pour préparer les concours. Et ça a été un peu un déchirement de quitter ce pays, que vraiment j'ai eu un énorme coup de foudre pour ce pays. Beaucoup de gens détestent, mais beaucoup de gens adorent également, parce que pour le coup c'est très très différent. Et je suis rentré du coup pour préparer les concours. J'ai repris mon deuxième semestre à la fac. En parallèle, j'ai préparé les concours des écoles de journalisme. Alors je sais pas si tu sais un peu comment ça se passe, mais c'est un peu comme les concours je pense, d'école de commerce. C'est un peu des concours marathon où il faut assimiler beaucoup de choses. Et on te demande un peu d'être Wikipédia, hein, pendant ces concours. Et j'ai passé les concours des grandes écoles en 2009, en juin 2009, que j'ai raté, que j'ai lamentablement foiré, alors que je m'étais préparé pendant 6 mois. J'avais fait une prépa, j'avais vraiment beaucoup travaillé, et j'ai eu aucun oral sur les 10 écoles. Donc là, grosse remise en question. Je suis nul, je vois rien. Je suis pas dans une dépression, mais j'ai beaucoup déprimé. Et du coup, bah, j'ai fait ma licence d'histoire et je suis rentré vivre chez mes parents avec cette licence. J'avais rien en fait, si tu veux. Et puis, du coup, je les ai retentés en 2010. Donc t'as fait quoi pendant 1 an du coup? Et ben pendant 1 an, je suis retourné vivre chez mes parents et je suis parti travailler comme ouvrier agricole chez mon père. Parce que mon père avait une exploitation avec son frère, une exploitation agricole où on produisait du concombre, tomates, mâches. Et j'ai travaillé, je dis bah quitte à rien foutre, autant travailler avec mon père, quoi. Et du coup je suis parti. Donc enfin je venais de vivre plusieurs années à Paris, dans un milieu universitaire et tout, et là je me retrouve à c'était très bien, hein, je dis enfin c'était très bien. Je me retrouve à couper des concombres et les mettre en boîte. Et on était en janvier 2010, et là je me suis dit, allez retente une fois les concours. Et là je les retente sans trop les préparer. Et j'ai l'oral du CFJ. Je sais pas si tu connais, c'est une des plus grandes écoles, une des plus reconnues. Et j'ai l'oral, j'ai l'écrit en fait. J'ai pas l'oral, mais j'ai l'écrit. Et je passe du coup l'oral. Donc là j'étais hyper content, ça m'a un peu reboosté. Et je me suis dit bah voilà, mon rêve des journalistes n'est pas totalement terminé. Et du coup je passe l'oral et je me fais défoncer par un des membres du jury à l'oral. C'était un classement de dépêche. Fallait classer. En fait, on devait jouer un journaliste d'Europe 1 qui devait présenter un flash, et on devait
classer les dépêches. On devait donner l'information dans un ordre de priorité. Et j'ai mis le sport à la fin. Et comme moi, j'ai pas une énorme appétence pour le foot, du coup, j'ai mis le foot à la fin et il m'a défoncé. J'ai eu 3/20. Et ce qui fait que ma moyenne a chuté. Je n'ai jamais été admis à l'école. Pour ça, en fait. Enfin, en partie pour ça. Du coup, tu t'es mis au foot entre-temps? Pas du tout. Jamais de la vie. Et là, du coup, une fois encore, je me retrouve sans rien. Sans école, sans formation. Je me suis dit, putain, merde. Pas de gros mots, pardon. Je me dis, mince, voilà. Et, zut. Et du coup, là, en fait, j'étais vraiment un peu dans le néant. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Et du coup, j'étais à Paris, je dis, allez, vas-y, fais un master d'histoire contemporaine. Je sais pas pourquoi, je suis rentré à la Sorbonne, donc j'ai intégré la Sorbonne pour un master d'histoire contemporaine et j'ai choisi un master de recherche, c'était les correspondants de presse pendant la guerre 14-18. Alors, on va savoir pourquoi j'ai intégré ce master d'histoire contemporaine à la Sorbonne, mais il fallait que je m'occupe, quoi. Puis j'allais pas retourner à nouveau à Nantes, j'allais pas travailler chez mon père, donc je me suis dit, écoute, fais un master et puis tu verras bien ce que ça donne, quoi. Et en fait, je me suis vite rendu compte que la recherche historique, c'était pas du tout pour moi, que aller chercher dans les archives, voilà, ça m'a vite gonflé. Et en fait, en parallèle, j'ai envoyé une demande de stage à iTélé, Feu iTélé, en 2010, du coup. Je leur ai dit, je me suis dit, je vais pas rester en master d'histoire. Faut quand même que je continue à essayer de percer dans ce métier. J'avais 24 ans, c'est pas encore perdu, quoi. Et du coup, j'envoie une demande de stage à iTélé et je dis, voilà, je sais rien faire, mais je vais apprendre mon métier chez vous. Moi, à l'époque, j'adorais iTélé, j'adorais leur ligne éditoriale, leurs programmes, leurs émissions, et je voulais rentrer là-bas. Et j'envoie la demande de stage, personne ne me répond. Et là, tu vois, comme parfois la vie est très bizarre, c'est que du coup, je me dis, bon, le journalisme, ça marche pas en France. J'ai adoré l'Inde, et ben je vais aller vivre en Inde et je vais aller faire du tourisme, lancer une boîte de tourisme en Inde. Et là, en novembre 2010, j'annonce à mes parents que je pars vivre en Inde. Et mes parents me disent bon, ok. Et en fait, cette même semaine, iTélé me répond en disant voilà, on vous propose un stage de 6 mois à la rédaction. Et la même semaine, donc j'avais ce stage et un potentiel départ en Inde, qui en fait sur le papier ne ressemblait absolument à rien. Il y avait juste une envie de partir. Hein. Et puis du coup, je décide de rester à Paris et d'accepter ce stage. Et j'intègre du coup iTélé. Moi, j'étais hyper content. Enfin, franchement, c'était, on me donnait enfin ma chance, un peu en tout cas. Et on me propose un stage de 6 mois. Alors tu vas rire, mais on me propose de bosser au bandeau. Tu vois les infos déroulantes. En ah ouais, les fameux trucs, les femmes de militaires haïssent. Voilà. Ouais. Et du coup, j'intègre ce service-là. Et en fait, ça m'a vite gonflé. Et par chance, parce que c'était pas hyper intéressant en soi, hein, faut quand même se le dire. Donc là, il fallait classer finalement les informations. Fallait écrire les infos AFP, fallait les retranscrire sur le fil AFP. Et en fait, à iTélé, contrairement à BFM, où pour le coup à BFM c'est un poste qui est très considéré, c'est un vrai service avec des gens en CDI. À iTélé, c'était que des stagiaires, c'était un poste qui n'était pas du tout considéré, donc du coup j'avais vraiment du mal à m'investir là-dedans. Et par chance, en fait, 3 semaines après, une des nanas de la rédac, une des boss de la rédac me convoque. Et elle me dit voilà, j'ai quelque chose à te proposer. Il y a une journaliste très connue qui fait son retour à l'antenne. Bon, en l'occurrence, c'était Audrey Pulvar, qui à l'époque devait être en couple avec Arnaud Montebourg. Et elle avait été mise à l'écart. Elle avait été mise à l'écart. Et là, elle pouvait revenir. Et on me dit est-ce que du coup tu vas être son assistant pendant les 5 mois et demi qui te restent? Et moi je dis carrément quoi.
Et du coup, la mission, c'était de préparer son émission quotidienne. Et me voilà assistant d'Audrey Pulvar. C'est une émission entre midi et deux, pas très très longue, mais c'était hyper formateur. Mais mine de rien, c'était formateur, mais j'apprenais toujours pas vraiment le métier de journaliste, tu vois. J'apprenais pas à écrire, j'apprenais pas forcément à monter, à poser ma voix. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était de faire des sujets. Je me suis dit, le meilleur moyen pour qu'on m'embauche à la fin des 6 mois, c'est que, en fait, j'apprenne vraiment le métier, parce que être assistant d'une journaliste, c'est en soi, c'est un métier, mais c'est pas ce que je voulais faire moi, en fait. On est loin du reportage. On est loin du reportage, voilà. Préparer une émission, il y a des gens qui adorent ça, qui le font très bien, mais moi, c'était pas ce que je voulais faire. Et donc, du coup, le soir et le week-end, je restais à la rédac, ou je revenais à la rédac, et j'apprenais à monter des sujets. Donc, je prenais des rushs, je les mettais sur ma timeline, sur mon banc de montage. J'apprenais à écrire, j'apprenais à poser ma voix, ce qui est un exercice très compliqué. Je montais mes images, donc je mettais des heures et des heures à monter un sujet. Et après, je les faisais écouter par des gens de la rédac. Et par Audrey Pulvar, qui a été en fait une de mes premières oreilles, en fait, une des premières personnes à écouter mes sujets. Et du coup, elle m'apprenait un peu comment faire une accroche, comment faire une chute, comment poser sa voix. Voilà. Et moi, j'ai mis du temps à savoir poser ma voix. Enfin, c'était un exercice assez long. Et puis, au bout du compte, je faisais des progrès au fil des mois, et mon stage arrivait du coup à la fin. Et je me suis dit, maintenant j'avais préparé une petite maquette, en fait. Je m'étais dit, j'avais un peu préparé le coup. J'avais préparé une petite maquette pour présenter à la direction, et leur dire, voilà, pendant ces 6 mois, j'ai été assistant dans un Pulvar, mais j'ai aussi, en fait, j'ai appris à monter des sujets, j'ai appris à être rédacteur, on va dire, on appelle ça desker, quand on sort pas de on appelle ça desker. J'ai appris ce métier, enfin j'ai appris en tout cas à monter des sujets, et voilà, est-ce que vous pourriez les regarder? Et en fait, il se trouve que une des nanas de la rédaction m'avait un peu, elle m'a jamais fait beaucoup de cadeaux, et elle m'a dit, surtout qu'en plus Audrey Pulvar était allée la voir pour lui dire, Thibaut a fait beaucoup de progrès, il fait des sujets, je pense que ce serait bien qu'il commence comme rédacteur à la rentrée. Et elle a jamais voulu, jamais. Donc je n'ai jamais pu en fait rentrer à iTélé comme rédacteur après mon stage, parce qu'elle a toujours refusé. Elle me sortait l'excuse que j'avais pas fait d'école de journalisme, que je ne pourrais pas me faire au rythme effréné d'ITélé. Enfin bon, avec le recul, c'est voilà. D'ailleurs, si elle m'écoute, salut. Et elle me dit, par contre, j'ai un poste pour toi. Je te propose d'être assistant d'édition. Et en fait, assistant d'édition, je sais pas si tu sais ce que c'est. Pas beaucoup de gens savent ce que c'est. En gros, dans les chaînes info, même dans les chaînes en général, c'est un métier qui est quand même assez important également. C'est tous ceux qui montent les images, les habillages. Par exemple, quand un reporter parle en direct, il y a des images à sa droite ou à sa gauche qui illustrent son propos. C'est ça, l'assistant d'édition. C'est en gros monter des images. On appelle ça des off ou des illustres. Et on me dit, voilà, on te propose de faire ça pour le JT de Canal+, et pour les éditions d'ITélé. Donc Canal le week-end et 3 jours par semaine sur ITélé. Et moi, fallait que je paye mon loyer, tu vois. J'étais toujours à Paris, il fallait bien que je travaille, et on me proposait un contrat. Certes, c'était pas du tout ce que je voulais faire. En plus, parfois, ce poste-là, quand tu mets le pied dedans, c'est parfois dur d'en sortir. Et je l'ai bien vu d'ailleurs. Mais j'ai accepté parce qu'il fallait qu'un salaire rentre et qu'on me propose un contrat. Et donc du coup, j'intègre la rédaction, du coup comme salarié. Et sauf qu'en fait, le métier me plaisait pas vraiment. Et je sais pas si tu connais, mais à l'époque, c'était présenté par Daphné Roulier.
qui est une journaliste, une journaliste historique de Canal+. Elle présentait cette édition de Canal et elle me dit, écoute Thibaut, ok, tu montes des images et tout, mais fais des sujets pour le JT de Canal, fais des sujets pour le JT du soir, on les passera et tout. Et en fait, autant la direction voulait pas du tout que je fasse mon métier, mais autant la présentatrice de Canal+ me poussait à faire des sujets pour Canal+. Et c'est comme ça que mes premiers sujets, en fait, sont passés sur Canal+ et non sur iTélé. Donc j'avais un peu ma revanche parce que il passait sur une chaîne, on va dire une chaîne hertzienne, une chaîne assez importante. Et voilà. Et pendant 2 ans du coup j'ai fait ça. Non, pendant 1 an j'ai fait ça où Daphné en fait me proposait de faire des sujets pour les JT du soir. Et 1 an après, me voilà de nouveau rendu dans le bureau de la direction en disant voilà, pendant 1 an mes sujets sont passés sur Canal+. Est-ce que je pourrais au moins avoir un poste de rédacteur au sein d'ITélé, quoi, et faire vraiment du reportage, commencer à sortir, faire des duplex et là on me sort l'excuse, celle dont je t'ai parlé, on me dit Thibaut, tu fais des sujets pour Canal, tu pourras jamais te faire au rythme effréné d'ITélé, il faut monter vite, faut faire des sujets vite et tout. Et là, mais énorme claque, mais c'est pas possible, quoi. Je vais jamais sortir de ce boulot, quoi. Et là, me voilà reparti pour une 2e saison à ce poste-là que j'aimais pas. Et en fait, au bout de 2 ans, je claque la porte et je me casse. Sans rien derrière? Sans rien derrière. Et j'ai dit, de toute façon, j'évoluerai jamais à Canal, j'évoluerai jamais à iTélé. La direction ne veut pas de moi. Ils veulent pas que je fasse le boulot que je veux. J'ai aucun soutien. Je suis en train de m'encrouter dans ce poste qui ne me plaisait pas en fait. J'ai dit mais c'est quoi la suite en fait, je vais pas attendre des années, 5 ans, 10 ans pour espérer faire ce métier, quoi. Et du coup je me casse. En juillet 2014, c'était la fin de mon contrat et je suis plus jamais revenu. Et mes parents l'ont un peu mal pris. Parce que du coup, fallait bien que je paye mon loyer et mes parents. Parce que du coup, t'avais pas le droit au chômage. Alors si, parce que j'avais cotisé pendant 2 ans en tant que salarié. Mais est-ce que tu avais réussi à avoir une rupture de contrat qui te permettait de pouvoir du coup Alors mon contrat arrivait à la fin. Ah, c'était un CDD. C'était un CDD qui avait été renouvelé une fois, donc j'avais fait 2 ans de CDD au sein du groupe. Ok. Et du coup, je me retrouve sans rien. Et comme je n'aime pas rien faire, je suis devenu vendeur. J'ai un très bon ami dont les parents ont une épicerie américaine dans le 7e arrondissement à Paris. Et il me dit viens travailler, et c'était très bien parce que du coup ça m'occupait et c'était tout. J'ai adoré ces quelques mois comme vendeur. Et au total, je suis resté quand même 1 an et demi au chômage. Et en fait, dès le départ, moi, je voulais rentrer à BFM TV. Et tous les mois, j'envoyais un mail et mon CV à BFM TV en me disant voilà, j'ai une maquette, je connais un peu maintenant un peu le boulot, je pense que je peux me vendre à BFM. Et personne ne me répondait. Ça a duré 1 an. Pourquoi tu voulais BFM TV ? Parce que c'était une grosse chaîne info qui me permettait de faire ce que je voulais faire, à savoir faire du reportage, faire du duplex, pourquoi pas faire de la présentation. En fait, ces chaînes info-là, quand vous êtes jeune, ou même pas forcément jeune, mais c'est des chaînes qui vous permettent de faire plein de choses. Contrairement aux grosses chaînes comme France 2 ou TF1, dans ce genre de chaîne, vous touchez vraiment à tout. Et t'es pas spécialiste, t'es multi. T'es un peu multitâche et tu fais un peu. Et pendant 1 an, personne me répond. La nana me répond pas. Et puis j'apprends qu'un nouveau secrétaire général de la rédaction vient d'arriver. Et je dis banco, j'envoie mon CV. Et là il me répond et il me dit viens faire un test, viens faire un sujet. Donc là j'étais hyper content parce que enfin on me répondait. Ça a même duré plus d'1 an, je crois. Et quand pendant plus d'1 an vous avez aucune piste, qu'aucune chaîne ne vous répond,
C'est un peu dur. Hein. Parce que du coup, tu testais aussi d'autres chaînes en parallèle? Oui, j'avais testé autre chose. Hein. J'avais évidemment testé des boîtes de prod, mais personne me répondait. Et donc c'était un peu dur. Et là encore une fois, j'ai failli tout arrêter. Et puis donc du coup le secrétaire général de la rédaction, Laurent Dresner, on va pas le citer, me contacte et du coup je passe un test. Et je fais mon test est déplorable. Je mets 5 heures à monter un sujet, je me perds dans le logiciel. Enfin, franchement, résultat catastrophique. Et celle qui me supervisait pendant ce test fait un retour du coup à Laurent et lui dit ça va pas du tout. Mais je pense qu'il a quand même le potentiel. Il faudrait on peut lui donner une seconde chance. Et je reviens faire un deuxième C'est test. chouette, hein. Ouais, franchement, c'est cool. Hein. Et d'ailleurs, je remercie Diane qui m'a du coup permis cette deuxième chance. Et là, banco, Laurent me dit, écoute, c'est validé. Tu peux intégrer le vivier des pigistes. Parce que, évidemment, dans les rédactions, quand vous intégrez ces postes de rédacteurs, c'est pas des contrats, c'est pas des CDI, c'est pas des CDD, c'est des piges. En gros, une pige, c'est, en gros, vous êtes freelance pour une boîte et elle fait appel à vous quand vous avez besoin. Autant mon poste précédent, comme c'est des postes que pas grand monde ne veut, et ben en fait, les contrats, on peut décrocher des contrats, des CDD, des CDI très rapidement, mais les postes de rédacteur reporter, en fait, faut passer par la pige. Et Laurent, du coup, me dit, tu rentres dans le vivier de pigiste des rédacteurs, mais par contre, je te préviens, il y a pas de pige, j'ai pas de travail, je t'appellerai très rarement, quoi. Ok. Donc je ressors de BFM content, mais en même temps un peu dépité. Et 2 jours après, il m'écrit, il me dit j'ai une pige pour toi le 24 décembre au soir. Et je fais ça tombait bien parce que mes parents étaient en Australie pour Noël avec mon frère qui vivait là-bas. Du coup, je dis autant travailler quoi. Et en fait là, à partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté de travailler chez eux. Je bossais entre 15 et 20 jours par mois. Enfin, en fait, il m'avait dit que je bosserais pas beaucoup. Et en fait, j'ai eu très rapidement beaucoup de travail comme rédacteur à BFM TV. C'est marrant, ça me fait penser j'ai interviewé Stéphane Soumier et Stéphane, il disait, donc il bossait, son premier job, c'était en tant que journaliste, c'était chez Europe 1 et il s'est retrouvé, je crois que c'était un jour en août pour partir sur un front et en gros, pour pas, non, je crois qu'il partait pas, mais en tout cas, il devait gérer un conflit qui venait d'apparaître, mais en fait, finalement, il était au bon endroit au bon moment. Ce qui a fait qu'il a pu montrer, faire ses preuves en fait, et du coup, après il est devenu rédac et compagnie, mais c'est fou de se dire finalement, il avait une opportunité qu'il a su saisir, et comme toi en fait, te dire, ok, le 24 décembre, je suis prêt à sacrifier ma soirée du 24 décembre, mais finalement, ça t'a permis de faire tes preuves, quoi. Exactement, et je pense que que ça joue un peu en ma faveur. Et puis après, donc ça c'était en décembre 2014 et là on est en décembre 2021 et j'y suis toujours. Et ça fait 7 ans du coup que je suis à BFM TV. J'ai fait différents postes. J'ai fait un peu de terrain, un peu de duplex, mais je me suis rendu compte que moi c'était pas trop ce qui au final m'intéressait. J'ai présenté un peu les JT également. Maintenant je fais beaucoup d'encadrement. Alors c'est pas rédacteur en chef, ça s'appelle chef info. Où on supervise, en fait, on supervise les rédacteurs, les reporters ou les équipes en région. Et c'est pas mal parce que du coup, moi, je suis toujours pigiste. Moi, c'est un choix. En fait, j'ai jamais voulu de contrat parce que. Du coup, c'est la question que j'allais te poser. Voilà. En fait, je suis rentré en voulant un CDI et en fait, 2 ans après, l'Afrique est un peu arrivée dans ma vie. Et du coup, ça n'avait plus d'intérêt de décrocher un CDI à BFM TV puisque avec ce statut de pigiste, on va dire régulier,
j'ai quand même une liberté. Quand je suis à BFM, je me donne à fond et j'aime toujours ce que je fais là-bas. Et c'est une super rédac et j'y vais jamais reculons et j'adore aller bosser là-bas. Et en même temps, j'ai mon activité à côté, les safaris. Et j'ai la chance d'avoir un employeur qui comprend mon projet et on va en parler. Ouais. Et du coup, je peux faire les deux. Alors du coup, tu disais donc le point d'accroche sur justement ce nouveau métier, c'est l'Afrique. Comment comment ça s'est passé? Bah ouais, l'Afrique. Alors, jamais de ma vie, jamais de ma vie, j'aurais pensé faire un jour ce métier. Je suis, toi, je suis parisien, citadin, journaliste. Je suis allé en Afrique plusieurs fois, mais au Sénégal avec mes parents. Mais voilà, on n'est pas allé au-delà du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest. Donc absolument rien me destinait à l'Afrique australe. Et puis du coup, pendant ces 2 premières années à BFM TV, j'ai eu une sorte de sursaut écologique, on va dire. J'ai commencé à m'intéresser un peu plus à l'environnement, grâce notamment aux vidéos d'L214. J'ai mangé moins de viande. J'ai même presque arrêté ma consommation de viande. J'en mange toujours un petit peu, mais peut-être 80% de moins. Euh, et euh, et du coup, excuse-moi. Ouais, donc du coup, j'ai commencé à regarder des documentaires, à m'intéresser à tout ça et à ouvrir un peu mes œillères en fait. Tu vois, ouvrir un peu mes œillères sur le monde qui m'entourait. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai commencé à m'intéresser aussi au braconnage en Afrique, au braconnage des rhinos, des éléphants, et ça m'a un peu alerté. Non, mais du coup, en fait, je cherche un endroit qui puisse m'accueillir qui puisse m'accueillir pendant un mois pendant mes vacances. Sauf que va trouver une réserve qui puisse t'accueillir moi, qui suis français, qui n'ai pas de diplôme, qui suis pas vétérinaire et tout, c'est très compliqué. Il y a des volontariats, mais qui sont hors de prix. Et puis, en fait, je finis par trouver un éco-volontariat, un programme en Afrique du Sud, hyper accessible, dans une réserve pas ouverte, pas ouverte aux touristes, où ils mettent en place, où ils ont mis en place un programme de conservation de la faune sauvage. Donc, c'est une réserve de 25 000 hectares, où il y a des lions, des éléphants, des rhinos, et on apprend en fait à gérer cette réserve, aux côtés des guides, aux côtés des vétérinaires, aux côtés des rangers. Et moi, je débarque là-bas en septembre 2016. Et énorme coup de foudre. Un coup de foudre. Vraiment, tu sais, ce genre de moment où tu te dis, mais en fait, ma place est là, quoi. Il y a des millions de personnes qui font des safaris tous les ans, ils font leur safari, ils trouvent ça très bien, ils rentrent en France. Sauf que moi, il s'est passé un truc intérieur. Il y en a qui voient la Vierge. Moi, en fait, j'ai découvert un endroit qui me parlait et ça agit en fait au plus profond de moi. Je peux même pas te l'expliquer. Et je souhaite à tout le monde un jour dans sa vie de rencontrer un endroit qui leur fasse autant écho. Et je me suis dit, mais c'est là en fait que je vais passer le restant de mes jours et c'est là que je vais passer une partie de ma vie, quoi. Et j'ai été en fait un peu bouleversé, subjugué par cet environnement, par cette nature de laquelle on est si déconnecté, nous, citadins parisiens. C'était un peu comme si je revenais un peu un peu aux origines du monde, quoi. Enfin, la nature hyper sauvage. Euh, euh, Parce que nous, en fait, au quotidien, moi, des animaux sauvages, j'en vois jamais. La nature, je la côtoie presque jamais, en fait, à Paris, toi, à part peut-être des sangliers à Grasse, tu vois. Et là, je me retrouvais dans un environnement, mais qui pour lequel j'ai eu un énorme coup de foudre. Mais je me suis dit, mais comment est-ce que moi, parisien sans diplôme, je peux en fait travailler ici, enfin, à part veto. Et il se trouve qu'en fait les deux guides, les deux managers en fait de cette réserve qui en fait géraient les volontaires et géraient le programme, me disent, bah écoute, si tu veux faire comme nous, travailler en pleine savane, en fait il faut devenir guide de safari. Je me dis, ah ouais, quand même. Et en fait, pour ça, il y a les écoles. Pour moi, guide de safari, c'était un
peu comme un jeu de Club Med. Enfin, je pensais qu'il emmenait des gens voir les lions, les éléphants, et je pensais pas du tout que c'était un métier. Et il me dit, mais il y a des vraies écoles en Afrique du Sud, en brousse, en formation de plusieurs mois, qui t'apprennent ce métier. Et là, je me suis dit, c'est quand même assez cool quand même, c'est quand même, enfin, en gros, t'es payé à emmener des gens voir les éléphants, quoi. C'est quand même assez cool. Et je prends toutes les infos et je rentre en France et j'annonce à mes parents que je vais devenir guide de safari. T'avais quel âge du coup à ce moment-là? Et du coup, c'était en 2016 et j'allais avoir 31 ans. Et mes parents me disent, et je les comprends, enfin, c'est un métier que personne ne connaît, l'Afrique australe c'est loin, mes parents n'y ont jamais mis les pieds, et forcément ils n'ont pas accueilli ça de la meilleure des nouvelles, surtout ils se disaient, mais peut-être qu'en fait du coup s'il fait ça, ça veut dire qu'il va quitter la France, qu'il va partir vivre là-bas. Je savais en fait que je voulais continuer à passer du temps en brousse, pas forcément devenir guide de safari, mais je voulais passer du temps en brousse et emmagasiner le maximum d'informations à propos de la faune sauvage africaine. Je voulais continuer à m'instruire, à me documenter. C'était ça en fait. Et je me disais, l'école, en fait, si je fais une école de 3 mois là-bas, en fait, c'est encore une fois de plus passer 3 mois en pleine savane. Ça s'arrêtait là. Mais mes parents étaient un peu inquiets quand même que je fasse ça. Mais je me suis dit, avant de payer une école, va voir quand même si le métier te plaît. Et alors, je cherche un endroit en Afrique australe, en Afrique du Sud, qui pourrait m'accueillir pour faire un stage de guide dans un lodge. Non pas un volontariat cette fois-ci, mais un lodge, un établissement hôtelier, dans la savane, où je pourrais voir si le métier me plaît. Et je trouve un lodge francophone qui cherchait un stagiaire. Et du coup, je repars pour une seconde fois en 2017, un an après, en Afrique du Sud. Tu pars combien de temps? Là, du coup, c'était 3 mois. Et comment tu as géré du coup par rapport à BFM le fait de partir 3 mois? Moi, j'ai la chance d'avoir un employeur en or qui en fait accepte dès que je pars 1 mois, 2 mois ou 3 mois, en fait, il accepte, et peut-être parce que maintenant je suis parti des meubles et qu'ils sont peut-être aussi contents de mon travail et que je leur rends service, ils me rendent service et voilà, et ça s'est toujours bien passé et à chaque fois que j'ai fait alors c'est sûr, plein de gens me contactent pour savoir comment on peut faire pour être guide et tout, mais moi j'ai la chance d'avoir en fait j'ai une liberté absolue en fait avec BFM TV, mine de rien. Et je passe 3 mois là-bas et ça se passe très très mal. Attends, juste avant, excuse-moi, petite question aussi que je suis sûre que tout le monde se pose, et financièrement, du coup, t'es pas payé pendant ces 3 mois? On va dire que Pôle Emploi prend le relais, quoi. D'accord. Ouais, comme t'es pigiste, du coup, ça te permet de. Ok. Mais bon, on n'est pas censé le dire, mais bon. Oui, voilà. Donc j'ai quand même une sécurité financière également. Voilà. Donc du coup, tu disais, tu fais ton stage et ça se passe très mal. Ça se passe très mal parce qu'en fait, je tombe dans un lodge. En fait, je me rends compte que ils ont juste un guide et ils ont que des stagiaires qui font tourner le lodge. C'est tenu par un Français. Et en fait, il y a une ambiance exécrable. En fait, les stagiaires sont là pour faire tourner la marmite, pour faire tourner la boutique, on va dire. Il y a un guide francophone, un guide anglophone, et en fait, on part avec le guide anglophone pour traduire. Et le reste du temps, on accueille les touristes, on fait le plein des courses, on sert les gens à table, on reste avec les clients jusqu'à tard le soir, on les accueille pour le brunch. En fait, on fait tout, à part le ménage. Enfin, en fait, on fait vraiment tout, et on n'est pas payé. Et après, tu te dis, voilà, l'environnement est fou, c'est la savane, sauf qu'en fait, c'était vraiment l'enfer, il y avait une ambiance vraiment pas bonne. On nous en demandait beaucoup. Et en fait, tu te rends compte que le lodge ne tourne qu'avec des stagiaires.
Et par conséquent, en fait, la qualité des safaris est pas au rendez-vous puisqu'il n'y a pas des guides expérimentés et diplômés. Donc, et moi, je m'entends très mal avec le patron parce que je me rends compte qu'il nous exploite complètement. Et je vois en fait qu'il nous exploite, qu'on est sur le pied, qu'on doit travailler de 6 heures à 23 heures, qu'on est toujours avec les clients, qu'on n'a pas de moment de libre. Et puis à 31 ans, t'as un recul que t'as pas forcément quand t'es stagiaire à 20 ans, quoi. Ouais. Voilà, c'est bon, toi. Et moi, en fait, au bout de 2 mois, je dis, les gars, ciao, hein, moi je me casse, marre de bosser avec des incompétents, des gens comme ça, et puis des gens qui t'exploitent surtout, hein. Donc le dernier mois, je me suis fait un petit road trip en Afrique du Sud et je suis parti à Cape Town, je suis parti surfer, et c'était très bien. Mais ça n'avait pas du tout entaché ma volonté de devenir guide de safari, et encore plus, je me suis dit, mais en fait, bon, eux, voilà, c'était une chose, mais le métier me plaît en fait quand même. Ça t'a montré un contre-exemple de ce qu'il fallait pas faire, quoi. Ah bah là, j'ai surtout vu des manières de guider et des manières complètement pas éthiques, surtout qu'en plus ce lodge, je dirais pas lequel c'est, mais ce lodge a des très très bons commentaires sur internet, et ça me rend fou parce que quand on connaît l'envers du décor, c'est hallucinant parce que clairement c'est pas des guides. Mais je rentre en France en me disant je vais être guide de safari, et là je l'annonce à mes parents officiellement, leur disant bah voilà, je vais faire une école. Mais toujours, enfin, je vais être guide de safari, mais c'était pas encore déterminé. Je voulais quand même faire l'école parce que l'école, bah voilà, comme je disais, c'est 3 mois en plus en brousse. Mais voilà, je m'inscris à l'école, mais sans projet derrière, en fait, si tu veux. Et mes parents me disent mais t'es sûr? Ils étaient toujours un peu inquiets, et je leur dis, vous savez. Je pourrais toujours à un moment donné lier cette formation de guide de safari au journalisme, faire du doc animalier, et c'est vrai en plus, quoi. Enfin, je me dis il y a bien un moment où ça pourra me servir pour mon métier également. Ça les rassure un petit peu, mine de rien. Et je pars faire une école, une expérience de dingue, et je repars du coup en mai 2018 en Afrique du Sud, donc pour la 3e fois. Et j'intègre cette école qui est en pleine savane. Et on dort en tente. Faut imaginer, c'est sur un site qui est non clôturé. Il y a la rivière qui passe. On a nos tentes au bord de la rivière. Il y a la salle de classe qui est en dur dans un bâtiment en pierre. Et puis c'est une réserve qui est peuplée d'éléphants, de lions, de rhinocéros. Donc les lions, tous ces animaux peuvent passer sur le camp à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Et on a, c'est une formation où qui est très intense, qui est en anglais. Il y a beaucoup de biologie, d'anatomie, d'ornithologie. On apprend à identifier à identifier les traces d'animaux, à décrypter le comportement animal. On fait de la géologie. On étudie les insectes, les araignées. Enfin, ça va vraiment très très loin. On va jusqu'à étudier le système digestif des hippopotames. Enfin, ça va vraiment très très loin. Mais c'est passionnant parce que on a nos cours en classe et on part en safari. Enfin, c'est pas vraiment des safaris, mais en fait, on part en brousse avec nos profs dans les véhicules de safari toute la journée sur différentes thématiques, sur les arbres, sur l'astronomie, sur les herbivores, voilà. Et pendant près de 3 mois, en fait, on est vraiment immergé dans ce monde sauvage. On parle que d'animaux pendant 3 mois. Et là t'es tellement loin de BFM TV, de l'information, de Paris, enfin et en fait on parle fleurs, plantes, léopards et girafes toute la journée, tu vois. Enfin c'est ça en fait notre quotidien. Et au terme des 3 mois, je passe mon diplôme, l'examen. Donc c'est un examen national sur table, un examen théorique de 3 heures. Où tu dois répondre à plein de questions sur tous ces modules, et t'as un examen pratique comme à l'auto-école sur un chemin que tu as déterminé en fait dans la savane. Donc, dans cette réserve, tu emmènes un examinateur en safari avec les élèves qui jouent les clients, et pendant 3 heures tu guides un safari en anglais, et il t'interroge
absolument sur tout, sur c'est quoi comme arbre, c'est quoi comme trace d'animal, c'est quoi comme animal, c'est quoi comme insecte. C'est très très dense. Hein. Moi, pendant mon examen, j'ai pas croisé de Big Five, donc de lion, de léopard, de rhino. Il y en a qui ont croisé ça. Pendant mon examen blanc, j'avais croisé des guépards. Voilà, ça dépendait en fait un peu des examens et puis voilà. Et puis au terme des 2 examens, du coup le directeur de l'école me reçoit et me dit bon bah voilà, t'es diplômé, t'es guide de safari, voilà ton diplôme. Et il me dit un truc qui m'a marqué, il me dit t'es fait pour ce métier, la manière dont tu guides, t'es fait pour ça. Ça se voit que t'aimes ça, que t'es passionné, fonce et guide pour les Français. Tu as vraiment un truc à faire là-dedans. Et du coup, moi, ça me motive encore plus. Et ça me met une petite graine dans la tête en me disant, mais peut-être qu'il y a un truc à faire justement avec les safaris. Là, on arrive à un moment de ma vie où j'étais volontaire il y a 2 ans et demi. J'ai fait un stage et maintenant j'ai les diplômes pour exercer comme guide de safari en Afrique australe. Donc ça c'est fou quoi. Je me dis en 2 ans et demi je vais tout ça. Enfin et je rentre en France et là je décide de monter ma boîte. Donc on est en 2018, à l'été 2018. Je la monte pas tout de suite parce que en fait avant je veux passer une spécialisation qui est pas très connue en fait forcément par les Français, mais qui est très très connue là-bas. En fait, je veux devenir guide à pied. Et guide à pied, en fait, c'est être guide de safari, mais à pied. Donc emmener des clients, emmener des gens en randonnée dans la savane pour approcher les Big Five. En fait, l'objectif, c'est d'approcher les 5 animaux les plus emblématiques, on va dire. Les rhinos, les éléphants, les léopards, les buffles, et les lions à pied. Et donc, c'est une formation qui t'apprend à approcher ces animaux-là. Sans leur faire peur. Et toi, t'as jamais eu peur parce que bon, c'est quand même, tu te retrouves avec un lion à côté de toi, encore plus à pied. Ça m'est arrivé d'être face à un lion et d'avoir rien et d'être tout seul. Et oui, j'ai déjà eu peur. Évidemment, je me suis retrouvé face à une lionne tout seul pendant ma formation et heureusement, il s'est rien passé. Mais c'est les risques du métier. Ça reste aussi un métier dangereux finalement. Enfin, on n'est jamais à l'abri qu'une harde d'éléphants ou de lions débarque sur le camp. Et après voilà, on apprend nous à gérer ça. On nous apprend à réagir. Mais oui, voilà, faut toujours avoir à l'esprit que tout peut basculer en une seconde. Faut pas et est-ce que du coup alors chaque animal il y a des approches différentes, il y en a faut pas leur tourner le dos, je suis pas du tout expert des Big Five, mais est-ce que du coup t'es armé quand tu te promènes au cas où ça part en cacahuète? Oui, c'est une obligation de l'État sud-africain. On a l'obligation en fait nous d'être armés, donc j'ai passé mon permis de port d'armes sud-africain. Donc ça aussi c'est complètement fou parce que moi j'ai porter de fusil et tirer dans ma vie et j'ai dû passer ce permis de port d'armes spécialisé on va dire savane et oui on est armé, on est toujours 2 guides armés quand on guide quand on emmène des clients mais moi je connais personne qui a eu à tirer sur un animal. Souvent vous savez les animaux ils ont plus peur de nous qu'on a peur d'eux et puis de toute façon nous on a appris moi j'ai appris pendant cette spécialisation à approcher les animaux sans les déranger, tout en respectant leur espace vital. On peut pas, de toute façon, l'animal, il aura des signes annonciateurs. En gros, pour vous dire, écoutez les gars, là vous êtes dans mon territoire, je vous le dis une fois, pas 2. Là, on est prévenu, on se recule, on respecte, on lui laisse de l'espace vital, on l'observe, il nous observe et tout se passe très bien. Généralement, ça se passe comme ça en fait. Ouais. Et donc là, tu disais au début, donc tu dis que tu veux créer ta boîte. Voilà. Donc là, je me retrouve avec plusieurs diplômes, plusieurs qualifications, et je me dis, en fait, je vais créer ma boîte et emmener des gens en safari, leur montrer. J'ai toutes les autorisations pour le faire, donc autant le faire, quoi. Enfin,
et je monte ma boîte. J'ai l'idée c'était quand déjà? Ouais, l'été 2019. Je la monte en octobre 2019. Je trouve le nom, je trouve les séjours, les partenariats, et puis je mets en place des séjours. Et étonnamment, donc en janvier, tout est lancé. Je lance le premier séjour et tout est complet tout de suite. Donc comment tu communiques du coup pour enfin, tout est complet. On s'entend. J'avais pas non plus 20 séjours, hein, mais Oui, mais bon, quand même. j'avais 2 séjours qui étaient complets. Et je communique moi beaucoup sur Twitter, LinkedIn, pas tant Facebook, un peu Instagram. Mais moi, mes canaux, c'est plus, on va dire, c'est plus Twitter et LinkedIn, étonnamment. Euh, il y a eu du bouche à oreille également. Et puis là, les séjours se remplissent. On était en février-mars, ça se remplit. Et là, confinement, fermeture des frontières. Et Donc t'avais pas pu partir, t'avais pas pu en faire un, t'avais tout booké, tout réservé, mais t'avais pas pu du coup partir. exactement, exactement. Et donc du coup, grosse frustration quoi. Enfin, Tu m'étonnes. je me retrouve, je me dis voilà, si j'avais su quoi. Donc voilà, bah, après tu connais la suite, bah tu continues quand même à bosser sur ta boîte, mais bon pas tellement parce que personne ne peut voyager, donc du coup t'as aucune demande. Voilà. Et donc ça met un énorme coup de frein. Et toujours un peu d'ailleurs. Et puis du coup, moi, je suis reparti en mai dernier, et j'ai guidé des safaris pendant un mois. Et puis je suis parti aussi en observation, en repérage, j'ai repéré différents lieux, différents lodges. Du coup, t'as eu tes premiers clients. Voilà. Et alors, comment tu l'as vécu? Eh ben très bien, très très bien. C'était trop chouette quoi. Enfin, en fait, t'avais vraiment l'impression de sortir, enfin de commencer à bosser. La boîte commençait à exister quoi. Et puis en plus je suis reparti de là-bas avec plein de nouveaux contacts, plein de nouveaux partenariats. Et puis vous savez, en 4-5 ans, vous commencez à vous faire un réseau sur place, même des amis sur place. Donc maintenant, j'ai quand même une partie de ma vie qui est là-bas, ce qui est assez fou quand on sait qu'il y a 5 ans, j'y connaissais absolument rien. Mais voilà, maintenant j'ai une partie de ma vie là-bas. Et puis là, cet été, ça a commencé à reprendre. J'ai mis en place de nouveaux séjours, de nouveaux circuits. Là, la rentrée, ça se passait très bien. J'ai commencé, commencé à vendre, les clients ont commencé à revenir et tout. Et puis là, en novembre, de nouveau suspension des vols à cause du variant Omicron. Et ce qui est assez injuste, c'est que quand on rentre d'Afrique australe aujourd'hui, on a de nouveau une quarantaine. De nouveau. Alors qu'en fait, le variant est partout dans le monde. Ouais, il n'y a pas de quarantaine. Moi, je touche du bois, du singe, tout ce que je peux. Normalement, pendant les vacances de Noël, je vais aux États-Unis parce qu'on devait y aller à la Toussaint et ça a été décalé. On a décalé du coup là parce que j'ai mon frère qui vit à New York. Donc, je touche du bois à pouvoir voir mon petit neveu que j'ai vu qu'une fois dans ma vie. Et on n'a pas de quarantaine. Donc, mais bon, là, on se serre les doigts tout ce qu'on peut se dire. Il faut qu'on arrive sur le sol américain. Alors, tu pourras arriver sur le sol américain, mais en fait, nous, on a une quarantaine. Les clients ont une quarantaine quand ils reviennent en France. Oui, bah du coup, voilà. Les gens ils reviennent pas. Bah, donc les gens ils te disent, moi, je vais pas réserver une semaine de safari si c'est pour être bloqué chez une semaine, quoi. Ah bah c'est clair. Et donc, en fait, moi, j'ai eu la quarantaine quand je suis rentré en juin, et là, elle avait été levée, je crois, en juillet. Donc du coup, tu dis c'est cool. Et là, bim, de nouveau une quarantaine. Donc tu te dis, mais quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à travailler? Commencer à être serein. Là, j'ai des clients qui ont envie de réserver pour février-mars, mais bon, voilà. Donc c'est hyper incertain. C'est encore des clients incertains, quoi. Mais moi, je suis de nature très optimiste et je me laisse pas vraiment abattre par tout ça et je me dis que ça va forcément repartir.
c'est un mauvais moment à passer. Ça m'empêche pas de mettre en place de nouveaux séjours, de faire de la prospection, de communiquer sur les réseaux sociaux, de me faire connaître. Voilà, les gens qui viennent te voir aujourd'hui, bah, c'est de potentielles personnes que tu pourrais être amené à emmener en safari dans un an ou dans Bien sûr. 2 ans, tu vois. Ouais. Donc c'est quand même, ça reste des moments où je travaille toujours. Mais c'est sûr que j'aimerais passer plus de temps dans la savane. Et là, j'ai vraiment l'impression de parfois un peu de passer à côté de tout ça, quoi. Tu vois. Enfin, c'est quand même 2 ans où j'ai passé très peu de temps là-bas finalement. Ouais. Mais bon. Et toi, du coup, quand tu as eu cette fameuse révélation et tu t'es dit, c'est ça, c'est ton apparition, c'est ça, c'est mon truc. Comment du coup ça s'est dégagé? Enfin, comment ton corps il t'a exprimé le truc? En fait, il y a eu, je pense, une sensation de bien-être et c'est très compliqué à matérialiser, mais en gros, comme l'impression, voilà, d'être là, au bon endroit, au bon moment, d'être dans un endroit qui te correspond, qui me correspond, qui correspond à mes valeurs, qui correspond à ce que je veux faire, qui correspond aux causes que je veux défendre. Euh, et ouais, ça faisait écho. Euh, et je souhaite, il y a plein de gens qui, toute leur vie, cherchent leur voie. Il y a plein de gens qui, toute leur vie, aimeraient trouver un métier qui les passionne. Et moi, j'ai eu la chance qu'un jour dans ma vie, à 30 ans, bah, ça arrive. Euh, Parce que si j'étais resté que journaliste, je pense que j'aurais tourné en rond. Et ça faisait longtemps que je voulais entreprendre, mais parfois tu entreprends pour les mauvaises raisons. Et là, j'ai décidé en fait d'entreprendre par passion et un peu par obligation parce que j'avais cette passion-là qui était arrivée dans ma vie et du coup j'ai lancé ma boîte parce que je voulais à mon tour emmener des gens découvrir en fait cet écosystème et cet univers qui moi me rend heureux en fait. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, en termes de temps, comment tu jongles entre tes deux métiers? Alors pour l'instant là c'est compliqué de, de donner une réponse parce que on est toujours en pleine pandémie, mais l'idée l'objectif ce serait de faire 5 mois là-bas de manière découpée et de passer les 7 mois en France. Je m'étais posé la question de vivre en pleine savane, de partir vivre là-bas avant de lancer ma boîte, mais vivre en pleine savane c'est pas tout rose. Tu vis qu'avec tes collègues et avec tes clients toute l'année. Pour aller prendre un verre avec des copains après le boulot, c'est compliqué. C'est un très joli endroit, c'est très sympa la savane, mais au bout d'un moment, quand il y est trop, et puis t'es loin, enfin c'est surtout que t'es à 10 000 km de la France. Et moi aujourd'hui, à 35 ans, j'ai plus envie de vivre loin de ma famille parce que j'estime qu'on passe à côté de trop de choses. Quand j'étais plus jeune, aller vivre en Asie ou en Afrique, ça m'aurait pas dérangé. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie en fait de passer à côté. Moi aussi, j'ai un petit neveu et je veux profiter de lui. Je veux profiter de ma famille. Je veux être là aux réunions de famille. Mes grands-parents vieillissent et j'ai envie de profiter d'eux et pouvoir aller les voir sur un coup de tête quand je veux, quoi. Donc pour moi, c'est une très bonne alternative que d'avoir créé mes séjours et d'emmener les gens quand ils le désirent là-bas. Et non pas bosser pour un lodge à temps plein. En plus, c'est très très mal payé et c'est parfois un peu de l'exploitation parce que tu bosses 6 semaines d'affilée, t'as 2 semaines off. Et puis j'avais aussi envie moi de créer les séjours qui me ressemblent, mes immersions, mes propres aventures et voilà, entreprendre tout simplement quoi. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, financièrement, donc t'es toujours pigiste, t'as ta boîte. Est-ce que alors c'est une petite question technique, mais est-ce que t'as toujours le droit au chômage si tu t'en vas? Parce que quand t'es entrepreneur, parfois le chômage, ils te disent, enfin, la Pôle emploi te dit, bah non, mais en fait, t'as une autre entreprise, donc. Alors non, parce que moi pour l'instant, tout ce que je gagne, je le mets dans la boîte. Je me rémunère pas. Ok.
pour l'instant, parce que comme j'ai mon salaire à côté qui tombe tous les mois, j'estime que je préfère réinjecter ces fonds-là dans le développement de la société. Donc pour l'instant, je touche Pôle Emploi sans problème, quoi. Ok. Donc moi, c'est vrai que j'ai quand même réussi à avoir une énorme liberté et financière et de temps. Enfin, j'ai réussi à créer un peu mon propre emploi du temps, quoi, qui ressemble un peu à personne d'autre. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me contactent et qui aimeraient faire pareil, mais déjà trouver 3 mois pour aller faire une formation en pleine savane, quand t'es banquier, toi, commercial, avocat, c'est compliqué en fait. Enfin, tu peux. Donc moi, franchement, j'ai beaucoup de chance d'avoir ce contrat en fait en France finalement. Ouais. C'est une liberté, hein. Et puis la liberté, ça n'a pas de prix. Voilà. C'est ça. Comment t'écoutes ton intuition? Mon intuition. En fait, je suis un fonceur moi. Ça veut dire que je réfléchis pas trop. Parce que si j'avais trop réfléchi, je pense que j'aurais jamais fait tout ça. Et d'ailleurs, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me contactent parce qu'ils veulent faire la même chose. Et je me rends compte plusieurs mois, plusieurs années après qu'ils sont toujours au même endroit et qu'ils n'ont pas avancé et qu'ils ont pas fait ce dont on avait discuté quelques mois, quelques années avant. Et moi, je suis un fonceur et je me pose aucune question et je me dis, mais en fait, moi, je pars du principe que la vie est trop courte, mais vraiment. Et je pense que pas assez de gens se le disent. Moi, je vais avoir 36 ans dans 10 jours. Et oui, j'ai déjà 36 ans. Et 50, c'est dans 15 ans. Il y a 15 ans, j'étais où? J'étais là, mais 15 ans, c'est passé tellement vite. Enfin, et tu dis tout ça, enfin, quand tu penses à tout ça, c'est un peu angoissant. Et je me dis, mais en fait, autant kiffer, autant faire ce qui te plaît. Et si tu te plantes, c'est pas grave. De toute façon, rien n'est grave. Qu'est-ce qui est grave? À part la mort, tu vois, ou une maladie. Et encore, peut-être qu'une maladie est plus grave que la mort. Enfin, tu vois. Donc, non, je fonce et ouais, je me pose pas vraiment de questions, quoi. Et puis encore une fois, j'ai envie de faire des choses tellement à l'opposé de ce que j'aurais pu faire. Enfin, tu vois, j'ai envie toujours de tester de nouvelles choses et peut-être que c'est aussi dans mon ADN depuis que je suis tout petit finalement, tu vois. Voilà. Comment tu célèbres tes réussites? Du champagne. Non, je célèbre pas vraiment mes réussites en fait, parce que pour l'instant, si je les célèbre avec mes parents. Pour moi, c'est très important. Avec mes parents et mon frère, nous on est très très proches et on est une famille hyper soudée. J'ai des parents incroyables et euh, et ouais, je célèbre ça avec eux parce qu'ils sont fiers aussi de notre parcours à tous les deux et, et voilà, et ça fait du bien aussi de fêter ça en famille, quoi. Mais, Et d'ailleurs, c'est... Ouais, vas-y, ouais. excuse-moi. Non, vas-y, je te dirai après. Non, et voilà, mais je suis pas du genre à. Puis pour l'instant, de toute façon, là, il y a pas eu des grosses réussites, mais j'ai avancé dans mon parcours. Mais voilà, avec une coupe de champagne et mes parents et mon frère, et c'est bien. C'est quoi pour toi la réussite? La réussite, c'est quand t'es au bon endroit et au bon moment, quand tu te poses plus de questions. Qu'est-ce que tu penses que le petit Thibaut de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui? Ah ouais, quand même. C'est pas prêt ça veut dire en gros, t'es allé vers une direction que petit j'aurais jamais rêvé, quoi. Auquel j'aurais jamais rêvé. Enfin, toi, c'est il se dirait, enfin c'est un peu fou, quoi. Mais je pense que je suis un peu fou finalement. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi? Mes renoncements à moi, peut-être que j'ai beaucoup mis ma vie perso ces dernières années entre parenthèses aussi.
Euh, euh, peut-être que la passion de ces 5 dernières années a vachement pris le dessus, et que je me suis mis un peu à corps perdu là-dedans. Euh, et, euh, et du coup, j'en ai oublié certains aspects de ma vie perso, mais parce que je l'ai voulu aussi, quoi. Parce que je voulais pas que que ça m'encombre ou peut-être à tort aussi, quoi. Euh, Aujourd'hui, ça va un peu mieux, hein. Mais ouais, je pense que j'ai mis de côté sa façon et effectivement, on renonce forcément à quelque chose, mais j'ai gagné en liberté. Voilà. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser et comment tu l'as gérée? Euh, Là, sur ce projet-là ou dans ma vie en Dans ta vie. général, la plus grosse difficulté à traverser, peut-être, je pense qu'en fait, ça a été ce moment où je cherchais désespérément quelque chose qui me rendrait heureux. Ces quelques années-là où, alors oui, j'étais journaliste mais j'avais pas trouvé cette passion ou ce métier qui me disait c'est ça c'est pour toi. Et je l'avais pas trouvé. Et c'est peut-être 4-5 années où j'étais en quête de de cette euh, de cette passion qui me rend heureux et qui donne un sens à ma vie. T'en avais du coup conscience? Conscience, oui, j'en avais conscience. J'avais conscience qu'il me manquait quelque chose et que j'étais pas pleinement épanoui en fait. Euh, et quand j'ai eu ce coup de foudre pour l'Afrique australe, et ben en fait c'est là que j'ai compris en fait. Et 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 tout est parti de là et aujourd'hui en fait je suis hyper épanoui parce que du coup je ne suis plus en quête de quoi que ce soit. Mmh. J'ai trouvé ce pourquoi euh, ce pourquoi mon existence était faite. Génial. Mm. C'est quoi tes peurs dans la vie? Moi, mes plus grandes peurs, c'est de perdre mes proches. Euh, et de plus en plus, là, moi, j'ai encore mes 3 grands-parents qui ont près de 90 ans, et je me dis, inévitablement, je suis très très proche d'eux, et c'est ça qui me fait peur. Et parfois, j'ai même dans la nuit, des sortes de cauchemars à propos de ça. Genre, j'ai des pensées un peu bizarres la nuit à propos de ça, parce que j'ai pas eu de beaucoup de décès dans ma vie, et en fait là ils vont tous arriver au même moment et ça me fait un peu peur en fait. Ah, Tout ça c'est ma plus grosse peur. Après le reste, si ma boîte se plante, si enfin toi ça c'est pas grave en fait. Enfin toi si t'es toujours vivant, il y a rien de grave, hein, toi. Mais j'ai plus peur pour mes proches que pour moi. Ouais. de quoi t'es le plus fier aujourd'hui? De quoi je suis le plus fier aujourd'hui? On va dire que, mine de rien, je suis pas peu fier de ce que j'ai monté, quoi. De ce que j'ai fait tout seul avec mes petites mains depuis 5 ans. Euh, ouais, je suis. Après, c'est que le début, toi. Mais ouais, ça, je suis assez fier quand même de la boîte et de ces 5 dernières années. Si tu croises quelqu'un qui ne connaît pas ton histoire et qui voit qu'aujourd'hui, donc, tu as deux métiers, un super journaliste et comment on dit? On dit, c'est quoi la définition de ton métier actuel? Guide de safari. Guide de safari. Et qui te disait que tu en es là uniquement grâce à de la chance, qu'est-ce que tu lui répondrais? Je l'entends tout le temps. Tout le temps. Et d'ailleurs, j'ai même fait un post à ce sujet sur LinkedIn il y a pas longtemps. Euh, Tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'as de la chance, t'as trop de chance. Et en fait, non, c'est pas de la chance, c'est la chance s'est mis sur mon chemin à un moment donné.
je les saisis, mais après c'est beaucoup de travail. J'ai quand même, tout à l'heure on parlait de renoncement, mais j'ai quand même, je me suis payé une formation en Afrique. Je suis parti plusieurs mois loin de chez moi. J'ai aussi fait des sacrifices financiers parce que c'est beaucoup de travail. Je suis passé par des gros moments de stress. J'ai lancé la boîte, j'ai fait un petit investissement. Les gens, c'est sûr, on voit tout le côté. Je vais pas parler de mon bilan comptable sur Instagram, tu vois, ou de tous les à côté. Comme toi, il y a plein d'à côté qui sont pas du tout sexy, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, et surtout quand tu es tout seul et que tu montes ta boîte. Donc non, la vie m'a fait un cadeau il y a 5 ans en me présentant, en me mettant et en m'envoyant en Afrique. Je pense elle a voulu me dire ta vie est là mais saisis cette chance et après fais-en ce que tu veux. Soit tu restes un mois comme beaucoup le font, mais tu peux aussi en fait faire que ça devienne ta vie. Et moi j'ai décidé que ça devienne ma vie. Mais c'est beaucoup de travail et beaucoup de stress aussi. Voilà. C'est quoi le type de stress? Le type de stress, c'est pas concrétiser les ventes, que forcément on est avant tout aussi des commerciaux. Enfin, faut pas, tu vois, c'est aussi du business, c'est que tes produits ne répondent pas à la demande, que ça plaise pas, voilà le genre de en gros que ça ne décolle pas quoi. Ouais. Voilà, c'est plutôt ça aujourd'hui, parce que moi je suis très tu vois voilà, je suis très content de ce que je propose. Après, est-ce que les gens seront également satisfaits? Ça, il y a que qui pourront le dire, quoi. Pour l'instant, ceux qui sont partis avec toi sont contents. T'as vu les avis? Oui. En fait, j'ai ce qu'on se disait hors micro tout à l'heure, c'est qu'en fait j'étais rentrée en contact avec toi en juillet dernier et entre-temps j'ai rencontré Ambre qui est journaliste chez RTL2 et podcasteuse et qui m'a dit mais il faut que je te présente Thibaut. J'ai dit écoute, je suis déjà en contact avec lui et qui était parti du coup avec son mari. Alors je sais pas s'il y avait ses enfants aussi. Non, il y avait que Tristan, ouais. Mais non, mais là les retours, j'ai eu quelques retours parce qu'en fait je propose. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait maintenant je propose des safaris en Afrique du Sud et au Botswana, donc des safaris privés où j'emmène les gens. Et le volontariat que j'ai fait il y a 5 ans, ce programme-là que j'ai tant adoré, et ben en fait maintenant je le propose également et ça marche très très bien. Et comme je l'ai fait, du coup je peux en parler et je suis également maintenant très très pote avec les gens de la réserve. Et ça marche très bien. Et j'ai eu de très très bons retours à ce sujet également, quoi. Et du coup, il faut partir combien de temps pour partir en volontariat? Le volontariat, c'est entre 1 et 3 mois. D'accord. Et toi, même ça, il y a plein de gens en CDI qui peuvent pas. Enfin, c'est. Ouais, ou tout simplement, t'as des enfants, tu peux pas, quoi. Ou t'as des enfants, tu peux pas. Donc c'est compliqué. Après les safaris, c'est entre 1 semaine et 10 jours. Voilà, okay. Ça, c'est encore autre chose. C'est pas les mêmes prestations, pas les mêmes budgets. C'est vraiment des expériences différentes. Mais je tenais vraiment à proposer ce volontariat-là parce que c'est un peu un volontariat qui est unique. Passer 1 mois dans une réserve sans touristes, c'est quand même fou, quoi. Ouais. Et voilà. Et je communique vachement sur ce programme-là parce que je l'adore et les gens qui en reviennent, ils sont vraiment ravis, quoi. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu voudrais donner aujourd'hui? Un conseil. En fait, c'est plutôt un conseil que je n'ai jamais appliqué. Mais bon, ça, du coup, ça marche pas. Mais en fait, ne jamais écouter les autres. Il faut pas écouter les autres. Les autres, ils ont leur vision par rapport à toi. Toi, en fait, et puis tu vis pas pour les autres. En fait, tu vis pour toi, uniquement pour toi. Donc fonce, toi. Moi, si j'avais écouté les autres, peut-être que j'aurais pas été journaliste. Peut-être que j'aurais pas été guide. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Voilà. Après, un conseil que j'aurais voulu qu'on me donne, c'était ça ta question?
Ouais. Un conseil que j'aurais voulu qu'on me donne, oh là là, tu me sèches là. Apprends à être patient. Parce que un jour ça viendra. Et moi j'ai manqué de patience dans ma vie et la vie me l'a fait payer un peu. Je suis quelqu'un de très impatient, je t'installe de mon père et de mon frère. Il faut être patient et de toute façon les choses arriveront de toute manière. Il faut pas trop presser les choses. La vie t'apporte ce dont tu as besoin à un moment donné. Donc ça finira toujours par arriver. Et ouais, la patience, c'est quelque chose là je l'ai appris mais il y a pas très longtemps en fait. Hein. Tu l'as appris comment? Je l'ai appris avec les épreuves, avec les échecs, parce que tu vois, moi je voulais tout de suite, et puis la vie m'a mis en fait des baffes dans la figure et en fait j'ai appris à prendre les choses et à prendre. En fait, quand t'es trop impatient, t'as jamais ce que tu veux, jamais. Et et euh, et justement, quand t'apprends à savourer les choses, le moment présent, et ben en fait, je pense que c'est à ce moment-là que la vie te remercie et t'envoie des bonnes choses sur ton chemin. Moi, je le vois très souvent à la rédaction. Il y a des jeunes, des très très jeunes, hein, ils sont souvent en stage ou des alternants. Et ils veulent tout de suite aller sur le terrain, ils veulent tout de suite présenter les JT. Je leur dis, les gars, mollo en fait. Déjà, prenez votre temps, apprenez à faire un sujet, apprenez à poser votre voix. Enfin, allez. Et puis ça viendra. Vous présenterez peut-être le JT, mais peut-être que dans 10 ans. Mais là, et puis là en plus, quand tu apprends à être patient. Quand la vie t'a pas forcément plus fait de cadeaux, bah tu savoures encore plus les choses. Je trouve. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, moi je dirais écouter les autres. Apprendre à écouter les autres. Parce que je trouve que quand t'écoutes les autres, quand tu prends le temps de t'intéresser aux autres, bah c'est aussi là que tu t'apprends aussi beaucoup de choses sur toi-même. Les autres aussi te donnent te donnent des clés. C'est aussi en écoutant tes amis, ta famille, en étant pas forcément en absorbant tout ce qu'ils te disent, mais en étant à l'écoute. Et je trouve qu'être à l'écoute, et c'est souvent en étant à l'écoute que des années après tu te dis mais oui, mais il avait raison, tu vois, il avait raison. Et ne jamais dénigrer quelqu'un qui te donne un conseil et tout. T'en fais ce que tu veux du conseil. Après ça te servira toujours à un moment donné, toi. À un moment donné, comme on dit à Marseille. À un moment donné, toi. À un moment donné. Moi, mon grand-père, il m'avait donné des conseils étant plus petit. Tu fais pas forcément attention, mais en fait, ça se met là. Et en fait, c'est vers 30 ans, tu disais, mais en fait, il avait raison, quoi. Ouais. Voilà. C'est quoi tes prochains défis? Mes prochains défis, moi, j'aimerais beaucoup parler de. Mes prochains défis, c'est évidemment que les séjours commencent vraiment, que j'amène des gens en pleine savane, qu'on s'éclate en pleine savane, qu'on s'amuse. Et mon prochain défi, ce serait de parler safari à la télé. J'aimerais beaucoup, en fait, parler de ma passion et lier ma passion au journalisme et à la télévision.
que ce soit à la télé ou sur une plateforme. En tout cas, j'adore réaliser, produire, monter, écrire, et j'aimerais un jour pouvoir lier les deux. Et ça, c'est un de mes objectifs. Tu travailles du coup sur le sujet ? J'y travaille. Teasing. ouais, on verra, mais c'est compliqué la télé aujourd'hui, hein, tu vois. Mais j'y travaille. J'ai très envie, ouais. Bon, à suivre. Ouais. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ? Moi, j'ai envie de dire merci à mes parents qui n'ont jamais douté de moi et qui ont toujours été là pour moi, quoi qu'il se passe, et qui n'ont jamais jugé, surtout. Voilà. Donc, ouais, mes parents. Merci Thibaut. Merci Charlotte. Et puis, on a hâte de savoir la suite. Ben oui, moi aussi. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si toi aussi, tu rêves de connaître ta place, comme je te le disais dans l'introduction, j'ai créé un bilan de compétences nouvelle génération, finançable à 100% avec ton CPF. Il te permettra justement de trouver ce qui fait sens pour toi. Pour en savoir plus, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Si le podcast te plaît, j'ai besoin de toi pour t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain pour la newsletter de Pourquoi pas moi ?